Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico. Bonjour Trognette, a.k.a. Justine Marzac. Mais ça me fait tellement plaisir que tu dises tous mes noms, mais tu devrais peut-être dire aussi mes deuxième prénoms, troisième prénom. C'est vrai, Justine, Nathalie. C'est ça. Nathalie et Michel. Michel. Ah, c'est vrai? Oui. Comment tu vas aujourd'hui Nico? Très très bien. Écoute, très très bien. Et je suis très content de notre invité d'aujourd'hui. Donc, écoute, c'est très cool. Oui. On se disait justement ce matin que c'était très cool d'avoir notre invité qui venait aujourd'hui parce que dans le monde du tatouage, on entend beaucoup, enfin on lit beaucoup sur les réseaux en particulier, une sorte de doute ou d'anxiété autour de la communication et des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité par exemple de la plateforme comme Instagram mais qui maintenant se sentent invisibilisés. Et c'est vrai que cet invité que toi tu connais très bien, et moi je suis ses réseaux mais je la connais un peu moins bien que toi, apporte une positivité, une vraie joie dans le monde de la communication et des réseaux sociaux qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. Tout à fait, parce que on en avait déjà parlé, je me souviens plus, mais en fait, c'est une personne qui m'a réconcilié avec l'idée de la joie de quand on s'approche de ces réseaux, parce que finalement, quand on communique sur ces réseaux, après on en parlera mieux avec elle, en fait, on parle avec les gens qui nous suivent. Et ça, c'est des gens, c'est pas juste, on n'est pas tout seul en face de son téléphone. Alors que souvent, dans les trucs de com, on a peur de mal faire, on a peur de plein de trucs qu'on en parlera après. Et, et donc, de rencontrer quelqu'un qui met la joie, la couleur, qui s'autodétermine comme agence matrimoniale des talents, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais vous présenter ici Moodboard de son nom d'entreprise. Alors, Céline, bienvenue. Merci, quel accueil, quelle intro de dingue. Bonjour Céline, tu vas bien? Ouais, je suis très très heureuse de participer à votre podcast que je trouve à la fois simple et beau. Ah merci, simple et beau, c'est parfait en fait. Et c'est un plaisir de t'avoir ici parce que tu vas très bien avec les couleurs de Strangeland. Oui. Céline a des magnifiques boucles d'oreilles en un peu irisées bleu roi qui vont parfaitement avec la sirène de Nico, je dois le dire. C'est vrai. Qui vont très bien avec sa robe au teint, au ton terre et bleu roi. Donc c'est vraiment c'est top. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on ait Céline à la boutique tout le temps. Oui, c'est vrai. On pourra prendre une photo et puis on va faire une coupure en carton dans la vitrine. Un hologramme. Un hologramme, c'est bien technologique. Et du coup, est-ce que, nous, on a fait une présentation qui est un peu loufoque comme nous. Est-ce que tu as envie de rajouter peut-être quelque chose à cette présentation? Je la trouve géniale déjà, merci, parce que c'est une porte d'entrée effectivement avec la partie communication. En vrai, je me définis aussi comme une animatrice. Animer, c'est donner vie à quelque chose. Donc moi, ce qui me plaît dans tout ce que j'impulse, c'est insuffler de la joie, du jeu, la façon de faire un peu différente. Ma foi, en ce moment, c'est pour la communication. Peut-être qu'un jour viendra, ce sera pour d'autres projets. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour la création de Moodboard et de tes différentes des différentes allées de Moodboard? Il y a le cerveau droit, il y a Genitacom. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Alors, c'est vrai que ça s'est pas fait en un jour. Je t'imagine. Tout ce qui va être petite prestation comme ça, comme un millefeuille, je pense que chaque année, j'ai amené une petite pierre supplémentaire à l'édifice. Mais je suis quand même partie d'un besoin inhérent qui était, il y a un sacré vivier de gens du bien-être dans La Rochelle. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent, ou en tout cas qui ont une vision assez souffrante de leur développement d'activité. Et moi, j'ai eu la chance de travailler d'abord à la Palisse dans un lieu qui s'appelait La Source,
que vous avez peut-être connu. Oui. Voilà, qui était un lieu pluridisciplinaire avec des profs de yoga, une cantine VG, des espaces de coworking aussi, avec de quoi recevoir des kinésiologues, voilà, des pros de santé et de massage. Et là, je me suis vraiment rendu compte, en faisant au départ l'accueil et la com simplement du lieu, qu'il y avait un gros besoin de fond et qu'il y avait plein d'humains magnifiques avec des talents à offrir au monde et qui arrivaient avec des cartes de visite pas jolies, pas à leur image, et que c'était douloureux pour eux de se vendre. Et là, j'ai dit, bon, il y a un truc à faire. Ouais. Ok, d'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour... Déjà, rien que d'entendre ça, moi, T'as envie de refaire tes cartes, t'as envie grave. de refaire... Je sais pas, T'as envie mais de faire un mood board. j'ai envie de faire quelque chose, ouais, c'est clair. Et du coup, c'est une activité qui s'est développée comme un millefeuille, tu le disais. Et je sais que Nico souvent va à des événements à la Villa Nymphéa, Oui. à qui on fait coucou et Si. qu'on notera dans les show notes. Et c'est un événement qui a l'air incroyable. Il se passe plein de trucs. Moi, je vois des petites stories sur Instagram. J'y suis encore jamais allée. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'expressions corporelles. Ça passe par beaucoup de jeux graphiques, de couleurs. Est-ce que tu peux nous parler de ces événements? Donc là, ça concerne les génies de Tacom précisément, Ouais. qui est un peu ma formation chouchou que je donne chez Nymphéa, oui, effectivement, depuis maintenant 3 ans. Ok. Il y a eu 9 classes qui sont passées par ce monde-là, donc si on fait à peu près 20 petits génies par classe, ça commence à faire du monde. Ouais. Là, ma mission avec ça, c'est aussi de rassembler, de fédérer, que les entrepreneurs du bien-être, les communicants et les artistes se retrouvent un peu entre eux à un carrefour de réflexion. Mm-hmm. Et puis, c'est leur autoriser un espace d'expression corporelle. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que... Pour moi, la communication, elle passe aussi par cœur et corps. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas tout à analyser, à fomenter. Il n'y a pas de méthodologie marketing à poser qui serait bonne pour toi. Non, c'est aller aussi au contact de ta personnalité et de ton essence. Mmh. Et par le biais du regard des autres aussi, tiens, qu'est-ce que toi tu perçois de moi? Et ben, on sent que cette émanation collective, elle va justement nous aider à pulser. Ouais. Et donc, dans ces journées, bilan, parfois les gens me disent, ah, j'ai plus d'audace à la fin. Ou alors, ce qui ressort aussi, c'est j'ai pris du temps pour moi tout en bossant mon business. Ouais. Et donc, il y a le côté un peu se recharger ensemble, collectivement, dans une énergie très joyeuse. Ouais. C'est le leitmotiv. D'accord. Et en plus, ça crée des connexions. Et oui. Mais qui ne sont pas factifs, ça se dit ça? Fictives. Mm-hmm. Factices, fictives. Factices. Factices. Dans le sens où c'est pas justement, ouais, tu vas rencontrer des personnes, tu vas collaborer, tu vas reconnaître le travail de certaines personnes. Et c'est rigolo parce que ça peut générer soit des collaborations, soit des amitiés, ou soit... Ouais. En fait, c'est cool. Mais t'as raison, la notion d'amitié, elle est aussi dans mes fondations, en fait. Ouais. Et c'était un souhait. Même dans mon passif, j'ai été responsable d'animation et je montais des équipes de travail qui devenaient des amis. Okay. Et il y a vraiment cette idée aussi de faire alliance entre nos talents et de se dire mais personne n'est concurrent de personne. On a tellement mieux à faire qu'à s'entraider et à se soutenir et à se trouver beau ensemble. Oui. Et du coup, j'ai fait ça déjà dans mon métier d'avant, qui était plus événementiel, animation. Et je crois que j'essaye de transposer ça sur mes nouveaux domaines d'activité. Mais c'est vrai que oui. En plus, en étant à La Rochelle, je ne sais pas comment ça peut se passer dans une plus grande ville, mais je pense que c'est pareil. Au moment où tu as un réseau des personnes avec lesquelles tu aimes bien collaborer, tu aimes bien créer, tu aimes bien travailler, et c'est rigolo parce que du coup, ça crée de l'émulation. Alors, on va transitionner du coup assez naturellement vers notre prochaine question qui est La Rochelle. La Rochelle. Ta Rochelle. Quand on a fait la première saison, on a beaucoup posé la question aux gens de
quelle est votre Rochelle? Quels sont les endroits que vous aimez? Quel est votre rapport à la ville? Et c'est cette question-là qui nous a donné en fait envie d'interviewer plus d'acteurs locaux dans la 2e saison, dont par exemple on parlait tout à l'heure, on a interviewé chez Albert, on a interviewé les Rebelles Ordinaires, et aujourd'hui toi du coup, donc quelle est ta Rochelle? Est-ce que tu viens de La Rochelle? Quel est ton rapport à la ville? Qu'est-ce que tu aimes ici? Cette question est pleine d'amour pour cette ville, j'aime bien. Et ben ma Rochelle à moi, elle a débarqué à 19-20 ans. Non, je suis originaire d'Auvergne, moi. Je suis une fille de volcan. D'accord. Je suis née dans un volcan endormi qui, pour l'instant, ne s'est pas réveillé. Ok. Mais j'ai quand même un papa charentais. Donc, Ok. pour la petite histoire, je naviguais un petit peu quand même dans la région Charente, mais plutôt terrestre, pas maritime. Mhm. Et puis, j'ai commencé à venir découvrir un peu les îles, Léron, Ré, ado et amoureuse. Voilà, si on résume. Et en fait, je me rappelle vraiment d'un moment choc. Je crois que j'ai 19-20 ans. Je découvre La Rochelle en décembre pour la première fois. Et je vois les gens en t-shirt qui boivent des cafés sur le port. Et je me dis, je veux vivre ici. Parce que du coup, la luminosité, le climat, le côté océanique qu'on a toujours, hein, même si ça mute un peu. Même s'il pleut depuis tout le temps, depuis novembre maintenant. Mais... Ouais, mais il y a quand même une lumière à part Oui. qui, je crois, a touché mon cœur ce jour-là. Oui. Et après, je suis venue travailler en saison d'abord, dans le tourisme, pour finalement ne jamais vraiment repartir. D'accord. Donc, coup de foudre à 21-22 ans, vraiment, en commençant à travailler en thalasso dans ces univers-là, puis dans le monde du camping. Et puis, voyez-vous, 15 ans après, tada! Tu es là, Ouais. face à nous à Strangeland. Formidable. Quels sont tes lieux fétiches, les endroits que tu aimes bien à La Rochelle? Alors, je vais citer ma voisine qui est au bout de la rue, qui est les fées de la cabosse enchantée. Ah oui. C'est quand même le chocolatier artisanal et fantasque de La Rochelle, je Oui. trouve. C'est formidable, la cabosse C'est enchantée. glace. Ah là là. Glace Ouais, vegan. Elles sont un peu mystiques en plus, j'aime bien. Oui. J'adore leur présence sur Instagram. Elle est vraiment extrêmement personnelle. Ouais. Et moi, elles me font beaucoup penser à ma directrice de recherche à la fac, Laurence Plazenet. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que c'est Laurence Plazenet qui fait du chocolat. Drôle. Sortie de la fac, Oui. sortie de Port-Royal. C'est peut-être la même. C'est peut-être sa sœur. Après, j'aime bien le Café de la Paix aussi, m'a souvent touchée, place de Verdun, pour son côté un peu brasserie Oui. parisienne, avec les petites cuillères qui font ting-ting. J'aime bien aller travailler là-bas aussi pour l'ambiance. Et très puis, beau. et puis, ce que j'aime de plus en plus, c'est l'émanation de tout ce qui va être un peu ressourcerie, friperie, coco shaker, Oui. les coiffeurs. Après, voilà, il y a toute cette dynamique un peu de commerçants, artistes, décalés. Oui. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus pimenté sur La Rochelle et c'est bien. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça se met de plus en plus en place. Ça prend. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu propulsé par en 2020. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une grosse réflexion sur la manière de consommer, de voir le monde, etc. Et donc, c'est vrai que là... Même Oui. la façon de vie, comment dire, la qualité de vie, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont transférés à La Rochelle Oui. ces dernières 2-3 ans. Mhm. Et qui sont venus, du coup, ouvrir des espaces vintage. Très, très bien. Bah, merci beaucoup. Est-ce que ta robe vient d'une friperie Alors, celle-ci, non, Non. ce serait mentir, mais c'est dans le style quand même. Hein. C'est dans le style Je crois qu'elle appartient à ma grand-mère, en fait, celle-là. Ah ouais? Donc, en soi, c'est pas une friperie, c'est pris dans l'armoire de mamie. Ton propre vintage familial. Ouais. Trop cool. Pratique artistique. Artistique. Non. Est-ce que tu as une pratique artistique? Alors, depuis enfant, c'est la danse contemporaine qui a gagné mon cœur d'abord. Ok. C'est vrai que je pense que j'ai quand même dansé longtemps. D'accord. J'ai aussi fait un tout petit peu de clown, il fut un temps. Ah oui? Et j'adorais. Très bien. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de théâtre. Ok. Et ça, finalement, ça a aidé. Aujourd'hui, personne me croit timide, mais moi, je pense que je suis une timide qui s'est tournée très, très vite dans le monde de l'expression, avec son nez rouge, entre autres. Aller sur scène avant de savoir lire, quoi. À 6-7 ans, j'ai dit, je veux faire du théâtre. Ok. Mais je pense que ça va de soi, finalement, ce côté timidité
et en même temps pratique assez extravertie parce que je pense que le moment où tu mets ton nez rouge, t'es plus toi, t'es quelqu'un d'autre derrière lequel tu peux finalement libérer des choses que la timidité ne permet pas en dehors de l'espace. Oui, un côté un peu ambiverti, c'est-à-dire dans certaines situations, je vais me retrouver à être Célinou, timide, qui rase les murs, et ça va étonner certains, et d'autres fois où je peux animer devant 100 personnes et être la reine du pétrole, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, selon le moment, selon la casquette Ouais. que tu dois porter ou que tu mets. Et pour le clin d'œil aussi, j'ai passé le concours des beaux-arts en mettant ma tête dans une photocopieuse. Ah, Et en ok. faisant une dizaine d'autoportraits comme ça, un peu dingo aussi. Et j'ai été prise, mais j'ai pas décidé d'aller dans Ah, cette ok. destinée. Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui t'a inspiré mettre la tête dans la photocopieuse? Étonnant, je sais, mais il fallait faire des autoportraits. Je me suis dit, bah, je vais partir d'une image déformée de moi-même. D'abord c'est une bien. joue, puis un nez, puis un sourcil. Un truc un peu à la Picasso que j'ai réassemblé. Les fameux. Le fameux. Et du Ah, c'est trop bien. coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé dans un magasin de photocopies en disant, excuse-moi, j'ai besoin de faire ma tête. Non, je crois que je l'ai fait au sein même du coup de l'école des Ah oui, beaux-arts où on était ok, ok, en en préparation. prépa. Tu vois, on avait 3 heures. Ok, ok. J'ai Ah, très bien. répondu en stimuli, quoi. Ah, très bien. C'est trop beau ça. Donc t'as été prise et puis t'es allée complètement ailleurs finalement. Ouais. Bah, Ok. j'ai choisi la communication. C'était peut-être plus sage. C'est peut-être ce que ma mère voulait aussi à l'époque. Ah. Ça c'est un discours qu'on a souvent à propos de ce qu'on a envie de faire et ce que nos parents nous redirigent à faire. Ouais. Très bien. Mais du coup, tu travailles dans la communication, mais quand même complètement entouré d'artistes. Donc, comme quoi, les deux choses se sont unies et s'unissent. Oui, et je crois très très fort qu'on a surtout le droit de pas compartimenter Bien sûr. et de retrouver aujourd'hui des plaisirs d'antan et des interactions qu'on avait. Je me rappelle souvent, qu'est-ce que tu aimais faire petite? C'était quoi tes talents naturels disponibles sans forcer pour essayer de les recalquer aujourd'hui dans dans mon monde d'adulte. Ouais. Finalement, du coup, cette réponse aux stimuli, est-ce que c'est quelque chose qui t'a ramené aussi dans ton travail? Ouais, carrément. En fait, ma créativité, elle est aussi dans l'instant avec le groupe que j'ai. Là, si on reparle des génies ou peu importe, même des accompagnements que je fais, il y a toujours une part de spontanéité qui va être due au moment, au flow, à l'instant. Ce matin, on a écouté ton live, le récap de ton live, et j'étais entendu utiliser le terme enfantpreneur. Et je viens de m'en souvenir parce que justement, tu viens de parler de cette connexion que tu peux avoir avec Ma petite moi ta aussi. petite toi. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette idée d'enfantpreneur? Carrément. Bah, ça rejoint un peu l'enfant intérieur que les thérapeutes vont utiliser en disant il y a une part de toi qui est plus instinctive, qui faisait les choses voilà, en se limitant pas, en se censurant pas par rapport à la société. Ça, c'est un peu cette dynamique de l'enfant intérieur joyeux qui est générateur de bonnes idées. Et enfantpreneur, parce que je pense que quand on devient entrepreneur, on se responsabilise, on se met un cadre, on a tendance peut-être même des fois à limiter son carcan et à oublier justement cette part d'étincelle de pourquoi je fais ça au fait, qu'est-ce qui fait que je suis motivée à me lever le matin. Et donc si tu conjugues, je pense, l'énergie de l'enfant qui finalement peut tout faire et est persuadé qu'il n'y a pas d'impossible sur Terre, et l'énergie quand même de l'entrepreneur qui a appris à se cadrer et à être plus écologique avec lui-même, que l'enfant ne peut être des fois, et bien là je pense que tu commences à avoir un bon dosage une bonne posture pour pouvoir aussi te réaliser dans tes projets pro. Du coup, oui. Est-ce que du coup, le côté enfant intérieur, c'est quelque chose que tu vas utiliser pour te guider dans tes choix professionnels ou artistiques? Oui, carrément. Ou c'est quelque chose que tu utilises, ou les deux peut-être, ou que tu utilises pour les aléas quand tu es entrepreneur où il y a toujours des bumpy roads et donc de percevoir tous les soucis qu'on peut avoir comme en étant un enfant en se roulant au sol. Non, je rigole, mais... En fait, je crois beaucoup que le passé, pour moi, est une ressource, plus que d'aller trop loin dans le futur. Ok.
En gros, j'ai conscience que c'est bien d'être un visionnaire, de travailler son regard sur ce que je veux pour dans 2 ans, dans 3 ans. Mais moi, ça, j'apprends à le faire. J'apprends à muscler d'aller dans le après. Et je vais plutôt aller m'engouffrer assez souvent dans voilà, qu'est-ce que tu aimais faire, quelle est un peu ta fabrique à souvenirs, un peu comme dans Vice Versa, le film pour enfants, avec les petites bulles de joie, tac tac, et te rappeler en fait tes archives intérieures pour finalement les réactualiser parfois, Ok. ou en faire des nouvelles créations. Ok, trop bien. Et je pense que ça amène assez naturellement aussi notre segment spiritualité, parce que tu as quand même déjà un peu parlé de cet enfant intérieur, qui est une notion qu'on voit, que tu le disais, en psychologie, etc. Mais on sent que tout ça, c'est quand même mené par une forme de 3 petits points. Peut-être quelque chose, d'une connexion à une forme de spiritualité. Quelles sont tes pratiques dans ta vie, ou dans ton travail, ou dans les deux, pour te sentir à l'intérieur de toi, pour te ressourcer et pour te connecter à quelque chose? Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Spiritualité. Yeah. Alors, Soi-même. je vois 3 outils. Ah. Bon, outil 1, il est simple, c'est l'espace de méditation. Mais j'avoue que ça fait maintenant 8 ou 9 ans que je médite. Ouais. Souvent avec des applis d'ailleurs. J'ai du mal à méditer dans le plus grand des silences comme les moines tibétains. Et je médite pas longtemps en soi, mais je suis assez régulière sur le fait que c'est 10 à 15 minutes jour. Et c'est le matin quand je me lève, parce que ça participe à mon hygiène mentale, comme on se brosserait les dents, vraiment. Ça, aujourd'hui, c'est un peu un non négociable avec moi. Oui. Ça, c'est clair. Qu'on ait été dans le confinement, qu'on ait été dans des périodes charnières où on n'a pas le temps, je fais en sorte de garder ce cap. Je pense que ça m'aide à rester lucide aussi sur ce que je veux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis formée et en Reiki, qui est une pratique énergétique, qui est plutôt liée à nos chakras. Donc, si vous voyez ce que ça donne, on a 7 chakras, mais en vrai, on en a 10 fois plus que ça. Mais dans le monde de l'indicible, déjà, on peut lire la colorimétrie des 7, qui va du chakra racine, notre stabilité, à notre chakra couronne, qui nous éveille tout là-haut. Donc déjà là, il y a une belle connexion ciel-terre à faire. Et moi, je me sens très, très d'union entre le ciel et la terre, justement, dans les infos que je peux recevoir. Essayer d'utiliser ce que je perçois dans l'invisible, que ce soit des couleurs, des ressentis, des émotions, et les mettre au service du vivant, du réel, des humains qui sont avec moi, là, dans cette incarnation. Et le troisième sujet, et alors il peut être considéré comme spirituel ou psychologique, c'est l'énéagramme, qui est aussi vraiment une grille de lecture de la personnalité. Si je dois donner une définition, c'est ça. C'est un système passionnant qui marche en 9. Et donc en gros, on a 9 façons de porter un regard sur le monde. Et là, je me suis certifiée avec mon école. Je suis superviseur du centre d'études de l'énéagramme à Paris, la classe. Très bien. Et ça me permet à la fois de mieux comprendre ma personnalité au quotidien et celle des autres, et de les mettre en chemin aussi sur leur fonctionnement. Est-ce que c'est une grille de lecture qui peut se comparer peut-être à l'astrologie ou au design humain, ce genre de choses? Ouais, ou la process communication modèle, ou les disques. On retrouve souvent ça en entreprise d'abord. Ouais. En fait, c'est un courant qui est plutôt arrivé que dans les années 70 en France. Ok. Ça avait plus de succès à San Francisco, ou dans d'autres sphères. C'est arrivé assez récemment finalement dans notre système, d'abord en entreprise pour tout ce qui est management d'équipe. Et là on voit bien avec l'apanage des moments d'introspection que les gens ont eu besoin depuis le Covid. Plein de particuliers s'intéressent aussi à mais comment je fonctionne en fait. Ok. Et donc on a un petit messager qu'on appelle en énéagramme l'observateur intérieur. D'accord. Qui est d'aller régulièrement se dire tiens, là je suis tendue, pourquoi là c'est quel sujet qui m'a mis un coup de pression. C'est accepter d'aller observer les zones d'ombre, les schémas répétitifs, les autoroutes qu'on prend naturellement et qui en fait nous gaspillent une énergie de dingue. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais quel numéro tu es d'énagramme? Pas du tout, absolument pas. Moi, je sais que je suis 4. Ah. Ça te tente pas?
Est-ce que est-ce que l'énagramme 4, c'est un peu je pense que c'est un peu comme les cancers de l'énagramme, En non? termes de Des sensibilité, sensibilités un peu. l'énéagramme 4, il est l'énéatype 4, on l'appelle comme ça. Soit on l'appelle l'artiste, soit le tragico-romantique. Voilà, c'est l'appellation officielle. D'accord. En Et- fait, Donc oui, c'est un profil. je pense que ça. En fait, une fois, j'avais regardé toute une conférence. Il y a genre 8 heures de conférence en plusieurs vidéos sur YouTube de c'est un jésuite ou c'était c'est un prêtre, mais genre jésuite ou un truc comme ça. Pas, mais, il est habillé normalement. Il n'est pas habillé En jésuite. en jésuite. Il s'appelle Richard Rohr, je crois. Ok. Et en fait, il fait une conférence sur l'énéagramme et ça dure hyper longtemps parce que pour il fait tout son intro et après pour chaque numéro, enfin pour chaque Énéatype. Donc il fait les 9 mondes. voilà, c'est une conférence, il est sur un pupitre, genre fac, avec un Ouais. truc, il est vraiment genre avec une veste. Et en fait, j'avais tout regardé justement Bravo. parce que justement, j'avais su que bah, à un moment, quand c'est le tien, ça va te parler. Et donc, à force, j'étais là, moi, je pense que c'est 4. Mais D'accord. est-ce que je l'ai utilisé pour mieux vivre? Bien sûr que non. Mais Et toi, Céline, c'est quoi ton... Alors, moi, est-ce que c'est peut-être privé comme... Non, il n'y a pas de problème, je peux le partager aussi. Moi, je suis aussi dans la team des artistes tragico-romantique. Ouais. D'accord. Ok. Mais tu vois, est-ce c'est pour qu'on- ça que j'ai un peu l'impression, parce que déjà, je t'avais déjà demandé, tu es signe, je me souviens plus. Taureau. Ah, taureau. Ah oui, du coup, c'est Taureau, c'est terrestre. bientôt. C'est quand ton anniversaire, ça a été. 23 avril, c'est passé. Ah oui, c'est passé. Parce que je me souvenais justement qu'il y avait eu ton anniversaire, mais je croyais que c'était il y a plus de temps. Mais en fait, j'ai toujours l'impression que tu es cancer. Eh Tu oui, vois, parce un qu'il y a niveau toujours un ressenti. truc de l'amitié Mais en fait, sacrée, je dis, des taureaux et des cancers, je ouais, pense. c'est vrai. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on découvre son énéagramme? Est-ce qu'il y a un calcul? Alors Non. non, ça fonctionne pas comme les dates et D'accord. l'astrologie. Effectivement, personne n'est censé t'attribuer un énéatype en te disant tu es ça. C'est plus une chasse au trésor. On part en enquête avec soi-même. Ok. Alors il y a plusieurs biais. Moi, je propose des interviews de la personnalité. D'accord. Donc je t'embarque avec moi en one-one pour 45-50 minutes de protocole. Waouh. Et là, en gros, tu vas avoir 250 questions. Waouh. Qui renvoie à ta vie, ado, pourquoi, maintenant, et quand tu étais plus jeune, ça marchait comment pour toi. On va vraiment aller soulever tes valeurs. Mhm. Et ça, en général, ça permet à l'issue, le superviseur va te recommander 2, 3, 4 profils sur les 9 qui existent dans la grille, en disant, tiens, ça, c'était un peu avec nous, va explorer. Ouais. Donc derrière, il y a des livres, effectivement, et il y a des super stages avec des formateurs certifiés. Mhm. Et souvent, on a pour coutume de dire en énéagramme, on peut suivre des conférences, on peut rester dans l'outil mental tel qu'il est proposé, ou si on va le vivre en stage, on a ce qu'on appelle la tradition orale, on va partager, on est dans un espèce de microcosme où, comme chaque participant parle aussi de sa vision du monde, c'est là où tu peux te dire, ah, je me sens très très proche de tonton Roger là, cet instant. Ou alors au contraire, oh, elle me fait penser à ma boss, je la supporte pas. Vous voyez, il peut y avoir un peu déjà des a priori, D'accord. des conflits ou des affinités qui se créent rien que sur un même prisme en fait. Ok. Ah, c'est intéressant. Merci Céline pour ces explications. Queeritude. Oh yeah. Alors, on va passer à notre segment Queeritude. Ouais. Donc, évidemment, Une petite danse. on fait une petite danse. Vous ne la voyez pas, mais elle est magnifique. Strangeland, comme tu le sais, c'est un des seuls endroits ouvertement par et pour des membres de la communauté LGBTQIA+, leurs amis et leurs alliés. Donc, c'est important pour nous de parler de ce pilier de notre identité avec nos invités. Et donc, la question est, quelle est la place de la queeritude, de la diversité et de l'inclusivité dans ta vie, dans ta pratique, dans ton métier? Ah bah clairement, je pense que j'aime l'ode à la différence aussi. Moi, plus l'autre est dans son unicité, plus je l'aime déjà. Je pars du principe qu'on n'a pas une minute à perdre à essayer d'endosser des costumes ou des masques.
à faire semblant, à s'ajuster. Non, au contraire, si chaque personne pouvait apporter sa vraie coloration au monde, bah, c'est là où je trouve que je mets en place après des groupes qui deviennent intéressants, c'est que chacun prend confiance en son ADN singulier et vient un petit peu dire bah moi avec telle couleur j'ai ça en stock et bah moi peut-être que ensemble on peut faire un arc-en-ciel, ouais allons-y. Et voilà, j'aime beaucoup cette dynamique de oser être encore plus soi-même et pousser d'un cran, Très bien, c'est très beau. Oui. que ce soit dans l'enveloppe, dans le psychologique, enfin voilà, tout pour moi il n'y a pas de différence, pas de frontières. Pas de frontières. C'est très beau. Et donc, alors, dernier segment du podcast. Oui. Si je peux. Si tu as Vas-y, non, bien sûr. Je t'en prie. Tu en as peut-être ou tu n'en as peut-être pas. Nous ne le savons pas. C'est vrai, vous le savez. On ne sait pas. Et le dernier pilier de Strangeland, c'est les tatous. Est-ce que tu as un rapport au tatou? Tu en as peut-être, tu n'en as peut-être pas. Tu n'es pas obligé de le révéler, mais est-ce que tu as un rapport, toi, au tatouage? Alors, mon approche à moi, elle est discrète avec le tatouage. Mais j'en ai quand même un tout petit. J'ai un grain de beauté cœur que je me suis fait tatouer il y a 1 an. Avec une dimension hyper symbolique pour moi. Oh, il est trop chou! Il est tout petit. Et bah, en fait, l'histoire de ce petit tatouage cœur, c'est que mon chat est parti sur ma clavicule et j'avais envie de me dire waouh, c'est la première âme que j'ai vue s'envoler. J'ai eu envie de faire un tatouage, aussi petit soit-il, à cet endroit. Mais effectivement, quand tu l'as décrit comme un grain de beauté cœur, moi j'imaginais peut-être pas parce que Céline vient de nous dévoiler son tatouage qui donc se trouve sur son cœur et qui est un tout petit, vraiment tout petit cœur. Je l'imaginais pas aussi petit et effectivement, c'est très beau parce qu'il a vraiment l'air d'un grain de beauté. Il a justement cette toute petite taille. C'est vraiment chouchou. Alors pour la petite histoire, il a été fait dans un salon de beauté où les filles qui sont adeptes de grains de beauté cœur les mettent en général sur les fesses. Pour le côté coquin. Ok. Et moi, j'ai détourné l'histoire. D'accord. Je savais pas que ça se faisait. Je sais que ça se fait les grains de beauté, mais je savais pas que ça se faisait les grains de beauté cœur. Moi, je savais même pas que ça se faisait les grains de beauté. Je savais que ça se faisait Moi, les freckles. Moi, j'ai un grain de beauté là ou là, je sais plus. Bon, là, on voit pas parce que j'ai un tout petit peu de moustache, mais en fait, un des deux côtés, un jour, peut-être là, parce que là, j'ai un grain de beauté. Et c'est Guichot qui me l'avait fait. Je voulais un grain de beauté là, mais en fait, ça avait été fait, il avait fait avec le marron parce qu'il voulait pas faire trop grand et tout de suite en noir et tout. Donc, il a utilisé 2 tonalités entre un beige et un marron. Et tellement petit que puis avec les années, avec le soleil et la peau qui prend des taches, et donc ça se voit plus. Maintenant, on dirait que c'est juste, enfin, on le voit même plus. Oui. C'est une très belle histoire qu'a ton tatou grain de beauté cœur, qui du coup est effectivement un grain de beauté, mais je savais même pas que ça existait, tu vois. Et après, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour les personnes qui se tatouent. Entre autres, j'ai des copines effeuilleuses burlesques d'il y a longtemps. Je pense à une qui a des jolies cerises comme ça sous ses seins quand elle fait danser ses nippies, qui se découvrent du coup. Ah oui. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle, plus elle avance en âge, plus elle se tatoue. Et je sais qu'elle va finir en mode mamie rock, œuvre d'art totale. Donc à chaque fois que je la revois, je prends plaisir à savoir où est le petit nouveau. Oui. Trop bien. Mais carrément. Bah, ce qu'on t'avait pas dit, c'est que comme tu es là dans le salon de tatouage, tu n'as pas le droit de ressortir sans un nouveau tatou. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Non, je rigole. Et ben, ça, c'est la blague que maintenant on l'a fait toujours. Elle est bien cette blague. Elle est bien cette blague. Cela dit, je vais vous dire une vérité, c'est que si j'avais je sais pas, une opération, un accident de vie, on va pas se le souhaiter, mais même une césarienne là, après bébé, mettons, je sais que ça fait partie des choses que j'aimerais magnifier après. J'ai déjà réfléchi dans ma tête que, en gros, chaque cicatrice peut être transformable en un tremplin créatif. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que ça nous arrive de faire. Ouais, il faut que ce soit des cicatrices qui soient bien cicatrisées. Ouais. Mais bon, du coup, bah, je te souhaite que tu te feras jamais tatouer ce truc-là. Sait-on jamais. Sait-on si ça doit arriver, ce sera chez Strangeland. Très bien.
Mais oui, bon, est-ce que c'est la dernière fois qu'on faisait la blague ou est-ce qu'on la continuera à faire, cette blague? Aux gens qui viennent et qui ne sont pas encore tatoués, je pense qu'on la fera On le chaque fera, fois. oui. C'est comme ça, c'est tout. C'est le bisutage. Ouais. Problématique. Merci Ok. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions du podcast de Strangeland. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Merci aussi pour votre qualité d'accueil, de présence et d'écoute à tout ça. Merci. Merci beaucoup, c'était trop cool. Et on mettra tous les infos sur les show notes, les liens, les Insta, tout ça. Oui. On fera. Absolument. Voilà. Donc, si vous avez écouté et que vous voulez en savoir plus, consultez les show notes, vous aurez tout. Merci Céline, merci Moodboard. Merci. Et merci Albert. Merci Albert. Merci beaucoup Nico, c'était encore formidable que d'animer ce podcast avec toi, c'est toujours un plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup Trognette a.k.a. Justine Nathalie Michel Marzac. C'est un honneur de pouvoir partager ce microphone avec toi. Ouais. Et alors moi je voudrais dire aux auditeuristes de ce podcast que si elles ont aimé nous écouter et si elles adorent nos blagues qui sont toujours les mêmes d'un épisode à l'autre, elles peuvent s'inscrire au podcast sur leur application de podcast préférée. Évidemment, le partager sur leurs réseaux sociaux ou à leur BFF ou à leur grand-mère. Et évidemment, nous mettre la note très honnête, toujours de 5 étoiles. 5 étoiles. Salut Nico. Salut, bye bye. Ciao. Ciao. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.